Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jean-Marie Cotterêts. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Jean-Marie Cotterêts, agrégé de droit public, professeur émérite à la Sorbonne Paris 1. Vous avez été membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous publiez cet ouvrage chez VA Éditions, à retrouver sur la boutique de TFL comme d'habitude. Où va le Parlement de la souveraineté nationale à la souveraineté numérique? Alors, Jean-Marie Cotterêts, vous commencez votre ouvrage par cette phrase directe, percutante: la démocratie représentative est une fiction. Alors, d'après vous, pourquoi notre démocratie représentative avec ses élus serait incompatible avec la souveraineté du peuple? Elle n'est pas incompatible avec la souveraineté du peuple, mais la difficulté, c'est quand vous passez de démocratie directe à une souveraineté représentative, vous êtes obligé de mettre un intermédiaire pour représenter le peuple. Et cette représentation est nécessairement une fiction. Quand je dis une fiction, c'est un peu extrême, mais c'est pour vous montrer la difficulté qu'il y a à une adhésion entre des députés et le peuple. Et Carl Schmitt, que vous citez, va encore plus loin. Il dit « La représentation est un principe antidémocratique ». Oui, là, il va un peu loin. Est-ce que vous partagez quand même son sentiment? Non, je ne dis pas que c'est antidémocratique, je dis que ça peut être aménagé pour que ça soit démocratique. C'est-à-dire, de quelle manière? Eh bien, je vous l'expliquerai avec un certain nombre de mécanismes. Alors, cette crise de la démocratie représentative, pour la guérir, vous dites qu'il faudrait d'abord en réévaluer les fondements. Alors, c'est quoi les bases de cette démocratie représentative? Alors ça, c'est un principe capital que les gens oublient. La démocratie représentative repose sur deux piliers, la représentation et la représentativité. Alors, expliquez-nous ça. Alors, la représentativité, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre le peuple et les gens qui sont représentés. Entre le peuple et les représentants. Voilà. D'accord. Alors que dans la démocratie représentative, il y a un contrat qui est donné aux députés pour les représenter. Ouais. Et si on confond les deux, on arrive à un imbroglio invraisemblable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui? On confond représentation et représentativité? Oui, pas tout à fait, mais en partie. Et notamment, on verra pour le système électoral. Parce que le système électoral, pour la démocratie représentative, c'est la représentation proportionnelle. Et pour la démocratie représentative, c'est le scrutin majoritaire. Car si vous voulez mettre tout le monde dans le même Parlement, les minorités vont tout bloquer et vont devenir majeures. Je reviendrai sur le problème du système électoral. Alors, vous faites ce constat selon lequel le rapport de confiance entre les hommes politiques et les citoyens est quasiment inexistant. Comment en est-on arrivé là? Ben, écoutez, c'est simple. Dans l'esprit des constituants, depuis la Révolution, entre le peuple et les représentants, il fallait mettre les partis politiques. C'est les partis politiques, et d'ailleurs ils ont complètement échoué, qui devaient assurer cette jonction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les partis politiques ne se sont pas préoccupés de faire cette jonction. Les partis politiques se sont préoccupés de dégager des leaders. C'est ce que j'appelle la dictature des égos, qu'on voit continuellement encore en ce moment. Donc, à partir de là, le parti politique échoue dans la représentation. Oui, c'est ce que vous appelez la mascarade des primaires. Voilà. Pour dégager un leader, justement. Voilà. Les socialistes et les républicains s'y sont mis comme selon le modèle américain. Exactement. C'est quoi le piège, justement? C'est justement de vouloir dégager un leader, absolument. Le leader, il se dégage lui-même. Quand il y a des primaires, on peut dire que c'est uniquement des histoires de magouilles.
Et donc, la personne qui est dégagée n'est pas forcément la meilleure. C'est celle qui a le plus de relations et qui a le plus de savoir-faire. C'est comme au football, c'est l'écurie, c'est le club le plus riche qui va l'emporter à la fin en finale de Ligue des Champions. Oui, oui, oui. Alors vous dites aussi que ce rapport de confiance détruit entre le politique et le citoyen, c'est parce que vous dites que c'est la classe, la cohésion des classes qui a été détruite. Oui. Ça, il faut peut-être un peu nuancer. Effectivement, c'est la cohésion des classes, mais ça existe quand même. Mais disons que cette confiance, elle est plus morcelée qu'avant. Oui. Voilà. Alors, vous dénoncez aussi l'échec des médias audiovisuels sur le fonctionnement de notre démocratie représentative. Est-ce que la télévision, avec son lot d'émotions qu'on connaît, c'est elle qui fait l'élection ? En grande partie, faisait l'élection. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi elle le faisait? Mais j'ai fait un livre qui s'appelle « La démocratie télévisuelle ». Oui. Et effectivement, la télévision conditionnait, comment dirais-je, le vote des citoyens de manière très très forte. Et à partir de là, les gens qui arrivaient à passer à la télévision étaient à peu près sûrs d'être élus. Donc c'était une déformation complète. C'est ce que disait Tocqueville, je ne m'inquiète pas du suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. Voilà, c'est parfait. C'est exactement ça. Et alors vous dites que s'ils disent la vérité, ces hommes politiques, ils ne sont pas élus. Oui, malheureusement. Si un homme politique va à la télévision pour montrer que l'avenir sera très difficile et sombre, il a à peu près aucune chance d'être élu. Et vous dites qu'autrefois, la télévision conditionnait, mais elle ne conditionne plus aujourd'hui? Elle ne conditionne que partiellement, parce que la grande nouveauté, c'est l'apparition d'Internet, les médias sociaux. Ce sont eux qui, en permanence, agitent le peuple. Vous voyez, on dit par exemple que Trump a été élu grâce à la Russie qui est intervenue. La Russie, actuellement, essaie en permanence de s'introduire en France. Vous avez pu le lire aussi. Ah bon? Ah oui. Et donc, et quoi? En diffusant de fausses informations. Et les États-Unis, ils ne font pas d'ingérence en Europe? Alors, beaucoup aussi, mais plus discrètement. Ah bon? Et puis c'est moins dangereux. L'OTAN, c'est discret? C'est moins dangereux aussi. Ah bon? Voilà. Mais c'est ça qui est catastrophique. C'est qu'il y a ce que j'appelle la démocratie numérique. Mais l'épreuve de l'ingérence de la Russie aux États-Unis lors de l'élection de Trump, c'est quoi? Quelles sont les preuves de l'ingérence russe? Il y a eu de multiples preuves. Ils ont complètement démoli Clinton. Oui. Hillary Clinton. Ils ont diffusé Elle n'a peut-être pas eu besoin des réseaux sociaux pour se démolir toute seule aussi. Oui, ça c'est un point de vue. Mais il y a eu en permanence une démolition de la candidate. Et donc c'est quand même mais ça venait pas des Républicains, vous pensez? Comment? On est en train de sortir du sujet, mais ça... un peu peut-être des Républicains, mais c'était surtout de... Alors justement, vous évoquez le rôle des fausses informations, mais qui sera... jugé apte à dire ce qu'est une fausse information? Là, il faut mettre... Parce qu'il y a l'idéologie qui est toujours... Il y en a qui mettent l'idéologie toujours au-dessus. Il faut mettre des organismes indépendants. Hein. L'ARCOM est là pour dire, attention, c'est pas vrai, vous pouvez toujours vous plaindre. Mais le président de l'ARCOM, il est nommé par qui? Le président de l'ARCOM, il est nommé par le président de la République. C'est pas très indépendant, ça? Oui, si, mais en principe, il faut qu'il soit élu aussi par les gens, le petit nombre de personnes. Si, c'est quand même assez solide. Mais là, on assiste, si vous permettez, je fais une parenthèse. Allez-y. Je fais une parenthèse. Vous avez vu comment l'ARCOM a été mise en demeure de réviser la décision qu'elle a prise concernant CNews. Et alors, expliquez-nous ça. Alors, l'ARCOM doit contrôler... On a créé l'ARCOM uniquement pour avoir un organisme indépendant de toute organisation politique.
Et là, le Conseil d'État vient de sortir une décision que je qualifierais d'ahurissante. Alors expliquez-nous ça. Vous m'entendez bien, le Conseil d'État demande à l'Arcom de surveiller tous les, comment dirais-je, les journalistes de CNews. Tous les journalistes qui sont à la télévision. Journalistes, hommes politiques, personnalités, tout le monde doit être contrôlé. Mais comment voulez-vous qu'on contrôle ? C'est absolument ahurissant. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais au CSA, j'étais chargé de contrôler, d'assurer le pluralisme politique. C'est exactement ces problèmes qui se posent actuellement. Et pour ce pluralisme politique, Dieu merci, c'était pendant les périodes électorales, et on savait quels étaient les hommes politiques qui venaient parler. Ils devaient donner leur affiliation. Bon, mais pour vous dire à quel point c'était difficile, je surveillais qu'il y ait un équilibre entre les temps de parole, et tout d'un coup, je vois débarquer dans mon bureau un individu me dit « Vous avez accordé à Le Pen 45 minutes, mais regardez l'image. » Et effectivement, quand on voyait Le Pen, il était filmé entièrement de dos pendant toute son allocution, ce qui fait qu'on rejetait Le Pen. Et ils m'ont dit, c'est pas possible de regarder les temps de parole, ça n'a pas de sens. Oui. Donc là, à ce moment-là, et on n'était quand même pas trop nombreux, j'ai fait un petit jury de 3 membres du CSA qui disaient si c'était vraiment favorable ou défavorable à l'homme politique. Mais on ne peut plus le faire avec le nombre de télévisions qu'il y a. Oui. C'est impensable. Mais par rapport à ces temps de parole, ça avait été le cas en 2017, on en avait parlé. Pourquoi le président qui allait être élu, Emmanuel Macron, avait bénéficié d'autant du soutien des médias quand, par exemple, un autre candidat qui n'a pas fait un très gros score, M. Asselineau, a été largement invisibilisé des médias. Oui. Mais là, c'était en proportion, si vous voulez, on accordait des temps de parole en proportion de la notoriété des individus ou de leurs résultats électoraux précédents. Alors, avec les blogs et les réseaux sociaux qui sont apparus il y a une bonne dizaine d'années, vous dites que les nouvelles technologies reposent sur un rapport autorité-obéissance non plus vertical, mais horizontal. Alors, comment la démocratie que vous appelez 2.0 peut-elle sauver la démocratie représentative ? C'est un vrai problème. Elle peut le sauver que s'il y a un organisme qui contrôle ce qui se passe. Quand vous avez un président et des citoyens, c'est simple, on voit ce qui se passe. Quand vous avez une multitude de gens qui interviennent, qui vous donnent des fausses nouvelles, qui essaient, parce qu'il y a des organismes qui essaient délibérément de vous convaincre, et bien à ce moment-là, c'est plus possible. Il y a effectivement un étalement de l'autorité dans le temps et tout autour de vous. Mais si le détenteur de la souveraineté nationale s'appropriait cette souveraineté numérique, quelles pourraient en être les conséquences ? Mais il ne peut pas se l'approprier. Par nature, il doit l'avoir. Oui. La souveraineté nationale, ça appartient au peuple. Oui. Et dans l'élection... Oui, mais enfin, maintenant que les Français ne votent plus au référendum, elle leur appartient de moins en moins quand même. Mais oui, mais normalement, au Parlement, c'est leur moyen d'apporter la souveraineté nationale. C'est pour ça que je dis qu'à la place de la souveraineté nationale, il y a une souveraineté numérique. C'est-à-dire que c'est, en fait, ces médias qui vont absolument conditionner la représentation. La représentation nationale, ça veut dire c'est le citoyen qui décide. La représentation numérique, c'est les organismes sociaux qui décident. Oui. Et on ne voit plus rien. Et c'est une très très grosse inquiétude, parce qu'en plus, dans le fonctionnement, si on passe à la démocratie numérique, les régimes dictatoriaux peuvent se contrôler cette démocratie numérique. Et les régimes dictatoriaux
peuvent absolument conditionner le vote. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas les régimes démocratiques de conditionner le vote, comme on a pu le voir en 2017 avec des unes d'Emmanuel Macron dans tous les journaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il y a eu une prolifération de Macron pendant un temps limité, mais c'était aussi les journalistes à arrêter à un moment donné. Hein. Vous avez, vous, journalistes, une grosse responsabilité aussi. Hein. Ne serait-ce que dans le choix des gens qui viennent pour parler de politique. Ah mais nous, on veut bien accepter tout le monde. On accepte de parler à tout le monde. Je sais bien. Alors, vous proposez une réforme du Parlement, Jean-Marie Cotterêts, on le disait tout à l'heure un petit peu, avec une chambre de la représentativité et une autre chambre de la représentation. Alors, comment ça fonctionnerait? Alors, c'est simple. Ce que j'imagine, parce que quand tout a échoué, il restait plus qu'un seul système, c'était le système électoral. Et les gens se sont battus pour dire la seule façon de sauver la démocratie, c'est la proportionnelle. C'est une bêtise. La proportionnelle doit juxtaposer le scrutin majoritaire. Pourquoi? Parce que le scrutin proportionnel assure la représentativité. Pour vous donner un exemple, quand il y a eu la proportionnelle en France dans les années 70, les bouilleurs de cru... Les années 80. Les bouilleurs de cru avaient la possibilité d'avoir 40 députés. Et ils faisaient la loi au Parlement. Donc la représentativité dans les deux chambres, c'est impossible. Alors, ce que j'ai suggéré, c'est que la représentativité avec la proportionnelle fonctionne au Sénat. Et pour assurer une bonne représentativité, que toutes les tendances, y compris les régimes sociaux, soient au Sénat. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a que la représentation. Et la représentation ne peut fonctionner qu'au scrutin majoritaire. Ouais. Voilà. Et vous proposez aussi de modifier le statut du parlementaire. Alors, est-ce qu'il faut réduire leur nombre? Est-ce qu'il faut réduire leur indemnité? Mais là, on vient de l'augmenter. Ah oui. Je suis partisan, moi... 300 et 700 euros au Sénat. De ne pas réduire leur nombre. Oui. Parce qu'ils ont besoin de travailler. Bon. Et de ne pas réduire leur indemnité. On ne leur demande plus de voter, de toute façon. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin de travailler. En tout cas, ils ne votent plus. Oui, si, ils votent quand même. Oui. Et ils travaillent de nuit quand même, encore. Alors, le statut du président aussi pose problème à vos yeux. Quand vous entendiez François Hollande dire « je suis un président normal », ça vous évoquait quoi, ça? Eh bien, que le président ne peut pas être normal. S'il a été élu, c'est qu'il a des qualités particulières. Si c'est le président est un président normal comme un citoyen normal, c'est pas la peine de l'élire. Et vous dites, il représente, mais il n'est pas représentatif. Exactement. Explicitez-nous ça. Alors, il représente, c'est-à-dire qu'il y a un statut qui dit qu'il est président de la République, mais il n'est pas représentatif de la population. Oui. Et enfin, concernant le Conseil d'État, on en a déjà un petit peu parlé, vous dites que cet organisme juridique donne carrément des ordres au gouvernement. Donne des ordres, comment dirais-je, je trouve le mot à l'organisme qui contrôle. Le Conseil d'État est sorti complètement de son rôle en exigeant que dans toutes les télévisions, il y ait un contrôle des gens qui parlent. C'est impensable. Impensable. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a trop de télévision. Qui voulez-vous? Vous allez faire une interrogation. Non, mais c'est techniquement impossible, vous nous dites, parce qu'il y aurait trop de monde à surveiller. Oui, techniquement impossible. Mais est-ce qu'on a envie de ça? Mais pas du tout. C'est la liberté d'expression. Ouais. C'est la remise en cause de la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça vous évoque pour l'avenir, ça? Vers quoi on se dirige? C'est un style quoi? À mon avis, on va être obligé de faire machine arrière. Si on ne fait pas machine arrière, on donne des instruments pour l'établissement d'un régime dictatorial en France. C'est clair. Et c'est ça qui me fait une peur terrible. Comment le Conseil d'État peut-il donner des ordres
alors qu'il ne sait pas comment ça fonctionne dans l'audiovisuel. Ça me dépasse. Moi, j'avais beaucoup de considération pour le Conseil d'État, forcément en plus par des liens... Mais qu'est-ce que ça sous-tend, cette décision du Conseil d'État? C'est une décision qui vient d'en haut, du président de la République, qui aurait dit au Conseil d'État d'agir de telle façon? Pas du tout. J'ai l'impression, ça serait terrible, mais c'est une hypothèse seulement, qu'on est passé au Conseil d'État de délibérations juridiques à des délibérations idéologiques. Et ça, c'est la pire des catastrophes. On a vu ce qui s'était passé au Conseil d'État, notamment pendant le Covid-19, qui avait suivi les recommandations, enfin, ce que prescrivait le gouvernement, sans broncher ni le Conseil constitutionnel. Oui, absolument. Où va le Parlement? Point d'interrogation. C'est une question à laquelle on n'aura peut-être jamais de question. Jean-Marie Cotterêts, c'est en tout cas le titre de votre ouvrage. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous, monsieur. Merci.